Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La tromperie sur la viande de cheval imputée à la société française Spanghero. Contrairement à ses dires, elle savait ce qu'elle revendait réellement aux fabricants des lasagnes, l'entreprise Comigel, qui, elle, a péché par négligence. Tous les détails dans ce journal. Au lendemain de l'annonce de l'abandon des 3% de réduction des déficits publics, la droite s'engouffre dans la brèche et dénonce les errements de la politique économique du gouvernement. Mais sur ce sujet, le FMI et Bruxelles sont beaucoup moins sévères, considérant qu'il faut de la rigueur, oui, mais pas du dogme au moment où la zone euro s'englue dans la récession. On en parle ce soir avec notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud, le directeur de la rédaction du Point Étienne Gernel et le secrétaire national du PS François Calfon dans un instant. Et puis Anne Hidalgo, Rachida Dati, Nathalie Kosciusko-Morizet, la bataille de Paris est lancée pour 2014. Le fauteuil de l'actuel maire Bertrand Delanoë est très convoité. À droite, ce sont des primaires qui départageront notamment la maire du 7e arrondissement Rachida Dati et celle qui s'est déclarée candidate ce soir, NKM. La bataille s'annonce âpre. Plus d'éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les accusations sont graves. Dans l'affaire de la fraude à la viande de cheval, les conclusions des autorités françaises visent directement Spanghero. Selon les résultats de l'enquête, l'entreprise savait qu'elle revendait comme viande de bœuf de la viande chevaline et elle s'est rendue coupable de tromperie. Quant au fabricant des lasagnes, Comigel, il aurait péché par négligence. Tous les détails avec Florence Maurice. Aucun doute, Spanghero savait qu'elle importait du cheval et non du bœuf. Selon les éléments de l'enquête, il semblerait bien que le premier agent ou acteur de cette filière à estampiller bœuf de la viande de cheval provenant de Roumanie est bien la société Spanghero. Nous sommes aujourd'hui en mesure de confirmer que ces pains de viande étiquetés bœuf contiennent de la viande de cheval et pour certains de ces pains de viande, il s'agit de 100% de viande de cheval. Pour preuve, selon l'enquête, le code douanier figurant sur les lots de viande importés de Roumanie correspondait clairement à celui du cheval. Autre élément, le prix d'achat bien en dessous des cours du marché du bœuf, ce que la société ne pouvait ignorer. Spanghero est-elle pour autant l'unique responsable? Pas sûr. Le rôle du trader qui a fourni cette viande à Spanghero est ambigu. Il n'aurait pas menti sur la nature de la viande achetée, mais ses étiquettes n'étaient pas aux normes et l'homme, un citoyen belge, a déjà été condamné à de la prison pour trafic de viande. Quant au client de Spanghero, Comigel, elle aurait dû se rendre compte de la fraude, estiment les autorités. L'étiquetage de la viande reçue ne mentionnait pas le cheval, mais n'était pas conforme aux règles européennes. En outre, l'odeur et la couleur de la viande utilisée auraient dû alerter l'entreprise. Inadvertance ou complicité, l'enquête va se poursuivre pour le savoir et préciser les responsabilités de chacun. Et depuis ce scandale, des dizaines de types de plats suspectés ont été retirés des rayons de plusieurs enseignes. Mais que faire de toute cette nourriture toujours propre à la consommation et stockée dans des congélateurs? Eh bien, certaines associations se disent prêtes à récupérer ces denrées pour les redistribuer à des familles démunies, à condition bien sûr que la sécurité sanitaire soit respectée. Mais vous allez le voir, l'idée est loin de faire l'unanimité. Joachim Robb. Faut-il distribuer gratuitement la viande de cheval au lieu de la jeter? Dans cette antenne des Restos du Cœur, les bénévoles ne paraissent pas emballés à l'idée de récupérer les lots incriminés. Je pense pas qu'on les prenne. Non. Non, parce qu'il y aurait toujours un doute sur quelque chose. Non, je pense pas qu'on les prenne. Lever les doutes, s'assurer de la traçabilité de la viande avant de la servir, c'est aussi ce qu'attend le Secours populaire, qui espère pouvoir récupérer des lots. Il y a tellement le drame de la faim dans notre pays, ce serait vraiment dommage, ce serait criminel qu'il y ait de la marchandise qui est mangeable, qui soit jetée. Cette soupe populaire parisienne sert près de 130 repas chaque jour. Elle doit pour cela acheter plus de 50 kilos de viande par semaine. Alors forcément, des stocks gratuits seraient intéressants, mais pas question de les accepter sans garantie des autorités sanitaires.
Ce qui me paraît gênant, c'est que le produit risque d'avoir des effets nocifs sur la santé des gens. S'il est établi que cette nourriture peut être distribuée à des gens et non pas jetée, nous ne la refuserions certainement pas si on nous la proposait. Oui, oui, c'est clair. Reste la question de la logistique. Camions frigorifiques et chambres froides sont indispensables pour transporter et stocker la viande congelée. La plupart des associations ne disposent pas des équipements adéquats. Et dans l'actualité, c'est une conférence qui porte mal son nom tant le sujet divise. La conférence de consensus s'est ouverte ce matin pour trouver les meilleures solutions, évitant la récidive des délinquants ou des auteurs de crimes. Alors pour les spécialistes, l'aménagement des peines est une meilleure garantie que la prison pour éviter la récidive. L'alternative au tout répressif peut prendre des formes diverses. On voit tout cela avec François Goulin. Études et experts sont presque unanimes sur la récidive. Aménager la peine des détenus minimise le risque de rechute à la sortie de prison. Une libération conditionnelle, par exemple, génère 2 fois moins de risques, d'où l'idée de la rendre automatique. Certains professionnels du monde judiciaire préconisent la libération aux 2/3 de la peine pour les condamnés à moins de 5 ans de prison. Mais l'initiative ne fait pas consensus au sein du gouvernement, ni chez les parlementaires. Une autre mesure pourrait bien être inscrite dans la loi. Il s'agit de la peine de probation. Elle permet à un délinquant d'échapper à la prison en échange d'un certain nombre d'obligations de soins, de travail et d'un réel suivi. En cas de non-respect de ces conditions, il est de nouveau jugé et risque de finir derrière les barreaux. Les courtes peines sont également au cœur des débats. Nombre de professionnels souhaitent les abolir au profit de peines alternatives comme des travaux d'intérêt général, le bracelet électronique ou le suivi d'une thérapie. Enfin, l'idée d'une justice réparatrice est à l'étude, la rencontre entre victimes et condamnés avant le procès pour sceller le principe d'une réparation. Arrivé hier en Inde, le président de la République est accompagné d'une impressionnante délégation de chefs d'entreprise, pas moins d'une 50aine de dirigeants, parmi lesquels ceux de Dassault, Thales, Areva, Veolia, LVMH ou encore EADS, pour un exercice de diplomatie économique. François Hollande espère conclure prochainement le contrat de tous les contrats, comme l'a surnommé la presse indienne. C'est la vente de 126 avions Rafale. Mais ce n'est pas forcément, vous allez le voir, ce qui a retenu l'attention des médias sur place. Très intéressée par l'échappée indienne de Valérie Trierweiler. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Valérie Trierweiler accueillie comme une épouse. L'Inde bouscule le protocole pour la compagne du président, mais ne dérogera pas à la tradition sur le plan économique. Chez le géant asiatique, on ne signe pas de contrat lors des visites d'État. C'est donc les valises vides que repartiront François Hollande et sa délégation de 50 chefs d'entreprise. Mais en 2 jours, il compte bien faire avancer les négociations sur les dossiers en cours. Premier espoir pour le président, vendre des Rafales, 126 au total pour un montant de 12 milliards d'euros. Jusque-là, aucun pays n'en a acheté. Mais d'après François Hollande, les discussions semblent bien engagées. Nous avons constaté, le Premier ministre et moi-même, des progrès dans cette discussion. Et j'ai bon espoir que nous pourrons arriver à la conclusion. La transaction Dassault espère la conclure avant fin 2013. Et si cette fois elle a effectivement lieu, François Hollande réussirait là où Nicolas Sarkozy a échoué. Autre gros dossier, le nucléaire. Areva négocie la fabrication de 2 EPR à Jetapur dans le sud de l'Inde avec l'option d'en installer 4 supplémentaires. Nous avons passé en revue les avancées sur le projet de centre nucléaire à Jaitapur et réitéré notre implication dans sa mise en place rapide. Enfin, la France est en lice pour d'autres projets urbains, comme par exemple Alstom pour la construction du métro à Bangalore. Séduire les Indiens pour relancer des relations économiques à la traîne, François Hollande s'exerce à l'art de la diplomatie économique. Il sait qu'en 2030, ce pays pourrait devenir la 3e puissance mondiale. Et nos invités dans le 22h ce soir, je vous les présente avec plaisir. Le directeur de la rédaction du Point, Étienne Gernel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Étienne, avec nous également François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du Parti socialiste en charge des études d'opinion, avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Seigneur. Jean-Louis, ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et avant lui Jacques Chirac, s'étaient rendus en Inde. François Hollande n'a pas dérogé à la règle de cette visite d'État. Que représente cette puissance pour la France ? En tout cas, la France ne représente pas grand-chose pour l'Inde. On peut même dire qu'elle n'existe pas en Inde. Quand on lit la presse française,
On entend des mots dithyrambiques sur l'Inde, la plus grande démocratie du monde, la première population mondiale, la 11e puissance économique du monde, pays émergent, high-tech partout, des ingénieurs, etc. Mais en réalité, ça c'est la description générale qui est enthousiasmante, évidemment, quand on regarde ça. Et puis quand on regarde par exemple les exportations françaises vers l'Inde, nous n'exportons pas plus vers l'Inde que nous n'exportons vers la Grèce ou la Tunisie, par exemple. Donc c'est quelque chose de tout à fait marginal. On représente 1% des importations annuelles de l'Inde. Donc faut dire fondamentalement que nous n'existons pas. Et c'est même sur les investissements, 1,5% des investissements extérieurs sont d'origine française, investissements extérieurs en Inde sont d'origine française. Donc il y a, et puis ça aurait même plutôt tendance à baisser. Je regardais les chiffres pour 2012, le commerce franco-indien a baissé en 2012. Alors nous exportons quand même un certain nombre de choses. On a parlé de beaux produits français qu'on a vus sur nos images, des produits agricoles également, et on importe des produits raffinés. Évidemment, comme d'habitude, comme d'habitude pour tous les commerces extérieurs français, l'Inde est excédentaire vis-à-vis de la France. Non, ceux qui réussissent en Inde, ce sont ceux qui s'y installent. Je pense à Capgemini, par exemple. Il y a plus d'employés indiens chez Capgemini qu'il y en a en France. Je pense à Renault également, qui réussit, qui fait une véritable percée avec son Duster en Inde. Mais on est sur des exemples ponctuels, mais on n'est pas sur une grande coopération telle qu'on pourrait l'imaginer. On n'y arrive pas, Jean-Louis. Je crois qu'il y a d'abord un problème fondamental de la France qui n'est pas sur les pays émergents. On est très concentré sur les pays européens, pratiquement les 2/3 de notre commerce extérieur sur les pays européens. Et puis quand on a choisi un ou deux pays émergents, on se concentre sur eux et on a plutôt choisi, mais on n'existe pas plus tellement là-bas, mais on a plutôt choisi la Chine. Et pour l'instant, il ne semble pas qu'on ait eu tellement tort, parce que quand on regarde la croissance chinoise, elle n'a pas fléchi malgré la crise, alors que l'Inde fléchit, a l'air plutôt de se fatiguer, mais on peut se dire qu'à terme, ça sera peut-être plus la démocratie que l'autoritarisme centralisé chinois qui va gagner, le fédéralisme indien qui va gagner par rapport à cette concentration des pouvoirs. Donc, pour l'instant, oui, si on a peu de moyens, donc on les concentre sur un, qui est la Chine, mais peut-être qu'à terme, c'est peut-être pas la bonne carte. François Calfon, c'est peut-être pas la bonne carte ? Écoutez, de toute façon, ce qu'on voit, y compris si on regardait le détail de ceux qui exportent, ça a été cité à l'instant, c'est surtout les entreprises du CAC 40, et au-delà même de la question de dans quel pays on exporte, l'équipe de France de l'export, ça doit être aussi l'équipe de France des PME qui devrait grandir, on dit en Allemagne le Mittelstand, et c'est quand même celui qui fait furieusement défaut. Et puis enfin, arrêtons quand même l'autoflagellation un peu permanente, et il faut quand même pas oublier que l'Inde, c'est un pays issu du Commonwealth, avec lequel on a moins de relations, donc c'est un peu logique qu'on soit en retard dans ce pays-là. L'exemple de Renault, quand même, est tout à fait intéressant parce que on est dans la semaine où PSA annonce 5 milliards de pertes. Il s'agit vraiment d'un groupe mondial et qui exporte, malheureusement, si j'ose dire, pour l'emploi français, c'est un autre sujet, avec sa marque Entry, low cost, qui est Dacia, et qui fait ses résultats essentiellement par Nissan. Donc on voit bien que la marque France n'est pas forcément l'emploi en France. Alors messieurs, en Inde, Étienne Giernel, François Hollande a évoqué de très nombreux sujets, mais il a refusé de parler de l'abandon de l'objectif de réduction des déficits à 3%, évoqué hier par Jean-Marc Ayrault. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une répartition des rôles? C'est le Premier ministre qui est chargé d'expliquer l'action du gouvernement, de faire, comme disait Laurent Fabius quand il était Premier ministre, de faire le sale boulot? Alors d'abord, il y a une règle non écrite et souvent violée qui consiste à dire qu'en principe, on ne parle pas des affaires intérieures quand on est en voyage à l'étranger. Alors c'est les affaires intérieures, ça ne concerne pas que nous, parce que ça concerne toute l'Union européenne quand même, au moins la zone euro. Après, oui, il y a eu un petit bout de chacun. Hollande a commencé à dire lui-même que ça ne servait à rien de poursuivre des objectifs qui n'étaient pas atteignables. Puis il y a eu Moscovici, il y a eu Cahuzac, il y a eu Fabius, et puis finalement c'est Ayrault qui a achevé la bête en disant non. Alors il a une formule qui est formidable, il dit que nous ne serons pas exactement à 3%. Alors ça, c'est comme une espèce d'euphémisme assez doux, parce que quand on regarde les prévisions de croissance, qui sont quand même la clé de tout ça, la France est toujours à 0,8, on s'attend à une baisse comme cette prévision, le FMI 0,3, l'Union européenne à 0,4, mais ça va baisser, et le consensus des économistes à 0,1.
Voilà, donc là, il y a une gigantesque blague qui était cette prévision de croissance qui est terminée. Depuis cette annonce et la nouvelle ce matin de la croissance inexistante, la droite s'engouffre dans la brèche pour dénoncer les errements de la politique économique du gouvernement. Les socialistes sont tellement martelés que les 3% seraient respectés qu'on a presque failli y croire, presque. Honnêtement, c'est un peu l'hôpital qui se fout de l'infirmerie, la droite sur le déficit, sous de la charité. Je veux bien avoir pas la formule précise. Nicolas Sarkozy, nouvellement élu, se précipite à Bruxelles pour dire qu'il s'assoit sur la réduction des déficits, et on revient, pas plus tard qu'il y a un an, d'un déficit de 5,2, on sera plutôt à 4,5. C'est depuis 1994 qu'on n'a pas réduit les déficits. Ça n'empêche pas la question. La question, c'est on n'est pas à 3%, c'est une réalité. Et à cela, il y a une cause. Il faut parler sans langue de bois. La cause, elle est sans doute aussi européenne, sur le fait qu'il n'y a pas le volet croissance. Et le volet croissance, il fonctionne pas tout simplement parce qu'il y a un accord entre une Angleterre qui fait tout pour perdre la substance de l'Union européenne et une Allemagne qui est tout à fait inflexible. Il n'y a pas de réduction des déficits possible sans plus de croissance et il n'y a pas la clé de la croissance. Oui, mais vous savez, c'est un peu de la faute des autres quand même, parce que la question, elle est toujours la même en Europe, c'est quand est-ce qu'on fait la politique de la chaise vide. Je ne pense pas qu'il faille à ce stade faire la politique de la chaise vide, même si... c'est peut-être une spécificité d'ordre personnel. Je pense qu'à un moment donné, il sera temps de construire le rapport de force. Mais pas à l'année N de l'élection de François Hollande. On a l'impression qu'à l'extérieur, le climat a changé. Le FMI considère qu'il faut de la rigueur, oui, mais pas du dogme. Et Bruxelles n'est pas loin de penser la même chose. Est-ce qu'on est en train de dire doucement qu'il faut desserrer les taux sans recevoir de rodomontade? Il y a une réflexion qui est en train de naître, parce que les chiffres qui sont sortis aujourd'hui sont catastrophiques. Absolument. Je veux dire, franchement, vous avez une baisse au 4e trimestre, rappelons-en 2 ou 3. Au 4e trimestre 2012, la France fait moins 0,3, l'Europe, la zone euro, fait moins 0,6, l'Allemagne, moins 0,6, la Grèce, moins 0,9, non, l'Italie, moins 0,9, moins 0,9, le Portugal, moins 1,5. Vous êtes dans une situation terrible. Donc, je veux dire par là, il y a une crise française qui est réelle. Bien entendu, qui nécessite un certain nombre de réformes, bien sûr, mais il y a un problème européen. Il y a un problème européen qui est posé. J'attends beaucoup quand même de l'Allemagne, qui va peut-être être moins inflexible, parce que quelque part, ils construisaient leur prospérité sur la rigueur et la récession, osons le mot, dans les 26 autres pays de l'Union européenne. Avec les chiffres qui ont été cités, peut-être que, y compris Mme Merkel, sera contrainte de changer de politique. Mais je pense que l'Allemagne s'enrhume, pour changer de politique, il vaudrait mieux changer de majorité en Allemagne et en Grande-Bretagne, parce que, oui, d'accord. Qui ont tort, mais ils sont à l'équilibre. Moins 0,6, ça a été cité à l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très vertueux. Quant à la Grèce, que ce soit le FMI ou l'Union européenne, on les conduit tout droit dans le mur, ils y sont déjà beaucoup, et je crois que c'est peut-être pour quelque chose, non, les Grecs? Ils y sont pour quelque chose, mais si vous voulez, la lecture uniquement punitive de ces sujets-là va tous collectivement nous conduire dans le mur. Et donc je pense qu'il faut arrêter le discours de la faute, et il faut quand même un peu plus réfléchir au discours de la réparation. C'est pas la faute à l'Allemagne alors? Non, mais ils ne sont pas assez collaboratifs, très clairement, et c'est pas l'Allemagne, c'est les conservateurs allemands, en l'espèce, qui ont une vision de l'Europe assez utilitariste, et qui, le commerce extérieur allemand est sans doute plus fondé sur des pays à forte croissance, mais il est aussi fondé sur l'Union européenne. François Pelfond, dommage pour vous qu'Angela Merkel est portée par de bons sondages. Vous savez, les sondages, on ne va pas les changer en cassant le baromètre quand ils ne nous conviennent pas. Alors, parce que c'est une question très intéressante, l'Allemagne, parce que c'est quand même... on tape toujours sur l'Allemagne. Ça, c'est le réflexe français absolu. On tape toujours sur l'Allemagne. Pourtant, c'est un modèle qui marche beaucoup mieux que le nôtre, puisqu'ils sont beaucoup moins de chômeurs et ils ont un budget qui est à peu près à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi le modèle? C'est l'Espagne? C'est le Portugal? Simplement, on ne peut pas considérer les pays seuls au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas le couple franco-allemand. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que François Hollande se rapproche plus aujourd'hui des pays du Sud? En tout cas, qu'il y a plus d'affinité. Écoutez, regardons les mesures qui sont prises. Il y a plus d'affinité. D'affinité, à la limite, peu importe, comme dirait Ségolène Royal, je préfère la politique de la preuve. Et la politique de la preuve, c'est que dans les 60 engagements du président de la République, il n'y avait pas le crédit impôt compétitivité. La question de la compétitivité a été adressée, de 20 milliards d'euros. Donc on est sur des réformes de structure, on est y compris sur de la social-démocratie en marche, à travers l'accord marché du travail, qui permet de sortir de ce surplomb du politique sur le dialogue social. Là, on a vraiment du gagnant-gagnant.
plus de sécurité sur les CDD abusifs et de la flexibilité. Et c'est quand même la première fois, et c'est la gauche qui le fait, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a fait ça. En tous les cas, c'est l'irruption du social, de l'économie, après une longue parenthèse sociétale. Trop longue, je crois, à votre goût, François Calfon, trop longue pour tous ceux qui, au PS, appartiennent à votre club, à votre mouvement de la gauche populaire. Oui. Oui. Pourquoi on s'appelle la gauche populaire? Tout simplement pour la raison suivante, c'est que ça devrait être une tautologie, la gauche populaire. Mais il y a une gauche qui, il faut bien le dire, au Parti socialiste, c'est embourgeoisé. Celle qui est au pouvoir? Certains, ils sont au pouvoir. Non, mais certains sont au pouvoir. Une gauche que je vais qualifier, vous voyez, territorialement de parisienne, qui est plus préoccupée du bobo que du prolo. Alors, il se trouve quand même que si nous voulons faire une majorité politique, c'est bien d'avoir les bobos, et je suis content qu'on ait gagné les grandes villes. C'est bien aussi de garder les prolos. Et d'une certaine manière, cette gauche populaire, c'est celle qui veut remettre la question économique et sociale au cœur. Pourquoi? Parce que 85% des Français considèrent que c'est... Vous opposez social et sociétal? Je ne l'oppose pas. C'est les Français qui considèrent que la priorité des priorités, c'est l'emploi à 85%, le pouvoir d'achat à 69%, le mariage pour tous 10% et le droit de vote des étrangers 3%. Alors moi j'ai quand même une question à vous poser parce que sur les 3%, on peut se demander les causes, on peut dire voilà on est pour tel ou tel modèle, ok très bien, maintenant ce qui est intéressant c'est les conséquences, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à partir du moment où on ne respecte pas les 3%, on voit bien le deal, c'est dire bah voilà on prend un peu plus de temps, encore qu'il faut voir la réaction des Allemands, et en échange, on fait des réformes structurelles. La difficulté quand même des réformes structurelles, c'est que non seulement il faut les faire, ce qui est extrêmement difficile, parfois même plus dur que d'économiser de l'argent, mais en plus il va falloir le montrer. C'est-à-dire qu'on est sous observation, c'est-à-dire qu'Olli Rehn, quand il dit on va faire attention à l'effort, donc il faudra que ce soit visible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les trucs en douce comme ça, etc. Il va falloir que ça se montre, les retraites. Sur les retraites, sur les choses qui sont très visibles et très dures politiquement. On est observé, on est sous surveillance, on est observé. On est sous surveillance, bien entendu, et je partage tout à fait l'avis d'Étienne. Et on va repousser les 3%, on va arriver sans doute à 3,5% si la croissance ne descend pas en dessous de zéro. Ce qui n'est pas scandaleux, compte tenu de la croissance. En plus, ce qui n'est pas contradictoire au traité qui a été signé européen, puisque le traité ne parle pas des 3%. Et ce qui n'a pas l'air d'affoler les marchés aussi, au passage. Exactement. Le problème, c'est que les attaques de la droite étaient quand même plutôt molles là-dessus, parce que ceux qui sont un peu lucides voient le contexte économique. Attendez, la suite, ne parlez pas trop vite. Non, simplement. Et la suite, c'est la chose suivante, c'est qu'effectivement, il va falloir donner des gages. Et il y a déjà, comme dit François Hollande, il y a un agenda sur la réforme des retraites. Jean-Marc Ayrault a posé le dossier de la réforme de la santé. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais il ne peut s'agir que d'économies importantes. Parce que si effectivement, vous dites je repousse les 3% et je ne fais pas des économies importantes, ça explose, ça ne marche pas. Donc il va falloir aller dans ce sens-là. Et là, ça va poser des problèmes politiques très sérieux, ne serait-ce peut-être qu'avec vous. C'est très bien, les temps sont durs, mais il y a l'engagement 14 de François Hollande, qui était la réforme fiscale redistributive. Il faut faire tout ça. Et en même temps, il ne faut pas négliger le pouvoir d'achat. Donc, comme absolument. Mais François Hollande a dit qu'elle a déjà été faite. Eh bien, très bien. C'est un point de distinction. Ça ne vous aura pas échappé. L'idée de fusionner. Encore un peu plus d'impôts? Non, pas du tout. L'idée est de fusionner l'impôt sur le revenu à la CSG. La CSG, c'est 2 fois le produit de l'impôt sur le revenu. Celle-ci n'est pas progressive. Il faut la rendre progressive. Il faut réintégrer la prime pour l'emploi qui coûte quand même énormément d'argent et choisir auprès de quelle catégorie sociale nous redistribuons. Et en l'occurrence, ceux qui vivent du travail et qui en vivent mal, tous ces millions de Français qui vivent à l'euro près. À recette égale, absolument, c'est ça le but. Mais on ne peut pas, et c'est la réponse aux éléments de preuve sur la réforme de structure, faire un quinquennat sans avoir des éléments de redistribution significatifs de pouvoir d'achat envers les catégories sociales qui nous ont portés au pouvoir. En tout cas, on aura compris avec la gauche populaire, vous souhaitez d'abord le social avant le sociétal. Messieurs, restez avec nous. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est signé Sophie Normand. Son nom revenait avec insistance depuis plusieurs jours. Nathalie Kosciusko-Morizet confirme, elle sera bien candidate UMP pour la mairie de Paris en 2014. L'ex-ministre de l'écologie profite de l'appel de 77 responsables du parti, lancé dans la journée et appelant à sa candidature. Un duel féminin s'annonce pour l'UMP à Paris. Rachida Dati est elle aussi candidate. Daniel Cohn-Bendit a décidé de raccrocher. L'eurodéputé écolo prendra sa retraite politique en 2014 à l'issue de son mandat. Il l'annonce dans un livre. À 68 ans, il dit avoir pris cette décision pour des raisons personnelles et de santé. Le trublion écologiste n'oublie pas au passage de tacler ses anciens camarades d'Europe Écologie Les Verts.
un médiateur pour ramener le calme chez PSA Aulnay. Le ministre du Travail, Michel Sapin, vient de confier au directeur du Travail responsable de Seine-Saint-Denis, Marc Leray, la difficile mission de rétablir le dialogue dans l'usine, paralysée par une grève depuis un mois. Automobile toujours avec les résultats en baisse de Renault. Son PDG Carlos Ghosn a donc décidé de faire un geste sur son propre salaire. Un petit geste puisque le patron de Renault propose de reporter une partie de son salaire variable à 2016 si les syndicats signent l'accord de compétitivité en cours de négociation. Le journaliste français Nadir Dendoun a été libéré sous caution. Il était détenu en Irak depuis le 23 janvier dernier. La justice irakienne lui reprochait d'avoir photographié sans autorisation le QG des services de renseignement irakiens, ainsi que des barrages de police et de l'armée. Nadir Dendoun réalisait pour le Monde diplomatique des reportages en Irak avec un visa de presse délivré par l'ambassade d'Irak à Paris. Plus de 18 000 personnes avaient signé une pétition en faveur de sa libération. C'est un premier tabou qui tombe. L'Ordre des médecins envisage une aide à mourir. Elle permettrait de donner une sédation terminale à des patients qui le réclament. L'Ordre évoque un devoir d'humanité mais n'emploie pas directement le terme d'euthanasie. La décision devrait alors relever d'un collège médical et non d'un médecin qui agirait seul. L'instance préconise une évolution de la législation sur la fin de vie pour répondre à ces situations exceptionnelles. Et comme tous les jeudis, je vais vous demander, messieurs, d'être attentifs à la semaine de l'actu croquée par notre dessinateur Hervé Baudry, qui, vous allez le voir, s'en donne à cœur joie sur l'affaire de la viande de cheval, le pape qui prend sa retraite ou encore Hérault et les 3% dont on vient de parler. Regardez. Et le choix de nos invités, François Calfon, qu'est-ce qui vous a inspiré, interpellé ? Alors, je fais semblant de ne pas avoir bien compris le dessin. Évidemment, celui sur les 3% dans les sondages. Mais je pense qu'il s'est trompé parce qu'en fait, il est monté de 3% cette semaine. Bon, et l'augmentation, il arrive donc à la tenir. Jean-Louis Gombault. Ben, je trouve qu'ils sont d'ailleurs tous très drôles, n'est-ce pas? Mais je pense on remercie Hervé Baudry qui nous accompagne tous les mercredis. Le pape, c'est quand même, c'est vrai qu'il va partir à la pêche, lui qui est pêcheur, comme tout le monde, n'est-ce pas? Bien entendu. Oui, c'est un pêcheur, oui. Étienne. Alors, non, les 3%, c'est très très drôle, c'est formidable. Je ne sais pas s'il va monter de 3%, peut-être. Vous vous en délectez presque. Peut-être là, Étienne. je sais pas avec la. Je ne sais pas, avec la réforme des retraites, s'il va se maintenir à ces niveaux-là. Et si on choisissait le mariage pour tous en cette soirée, il faut la faire, la réforme des retraites. En cette soirée de Saint-Valentin, ça nous permet de souhaiter la Saint-Valentin à tous et à toutes qui nous regardent. Le Mardi Gras est très bon. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivi tout de suite l'émission. Itinéraire bis, je vous souhaite une belle soirée. À lundi, avec plaisir.